peut-être sur un thème que vous auriez envie qu'on regarde ensemble, vous me faites signe. Alors, ça touche tous les domaines que vous pouvez imaginer, que vous pouvez avoir en tête. Il n'y a aucun problème. Donc, je suis à votre écoute. Peut-être que je prends l'occasion pour laisser peut-être le soin à d'autres gens de se présenter lors de ce petit webinaire. Puis c'est des questions, évidemment, de les poser sur le chat. Oui, sur la formation professionnelle, je voudrais exposer les difficultés à l'affaire du décodage avec un partenaire. Donc, d'accord, Béatrice, fais-moi part de tes difficultés. Et puis moi, je vais pouvoir donc partir sur ce thème-là pour pouvoir donc proposer un petit quelque chose. Donc, si tu veux me présenter tes difficultés. Donc, en fin de compte, pour commencer, on peut déjà dire que trois volets dans la pleine conscience intuitive sur lesquels je reviens régulièrement, qui est le décodage intuitif, la déprogrammation de la mémoire cellulaire et les soins. Donc, quand on fait une pratique sur soi, quand on fait une pratique sur un partenaire, ces trois éléments-là doivent se combiner les uns avec les autres. C'est très important de passer par le décodage intuitif pour commencer, ce qui implique donc que je décris ce que je vois en temps ressent dans ma perception de moi-même ou de mon partenaire, qu'après avoir pris le temps de bien décrire ce que je vois en temps et ressent, que je questionne la perception. C'est pas une question que je m'adresse à moi-même, hein, c'est-à-dire je m'adresse à la perception. C'est-à-dire que si j'ai une perception dans le genou de mon partenaire, je vais m'adresser au genou de mon partenaire et à la perception que je perçois dans son genou pour lui demander quel est son message, quelle est sa raison d'être. Ça, c'est vraiment, vraiment très important. Et je vais poursuivre le questionnement tant et longtemps que je n'ai pas, à quelque part, une information qui se manifeste à moi. Alors, je n'arrive pas à avoir quelque chose, à avoir une perception. Alors, Béatrice, toi, tu utilises le terme « je n'arrive pas à voir quelque chose ». Peut-être que tu n'arrives pas à voir quelque chose, peut-être que tu le ressens, ou peut-être que tu l'entends, ce qui est déjà des fois plus difficile à cerner. Par exemple, si je ressens une sensation de chaleur quand je me mets en relation avec mon partenaire, je ne vais peut-être pas porter attention à la chaleur que je ressens, parce que je partais du principe que cette chaleur-là m'appartient. Je ne serai peut-être pas dans une position où je vais lui donner de la valeur à ce moment-là. Alors, tu continues en me disant, j'y arrive sur moi, mais pas sur un partenaire. Est-ce que tu l'as essayé à plusieurs reprises avec un partenaire, Béatrice? OK. Donc, quand tu me dis que tu n'y arrives pas, je vais essayer on va regarder ensemble les trois volets dont j'ai parlé tantôt. Donc, je vais te demander si le volet soin énergétique lui fonctionne. Est-ce que tu arrives à le faire sans trop de difficulté? Et si tu as de la difficulté, en quoi tu as de la difficulté par rapport aux soins? Parce que je te parle du soin, parce que quand on parle de soins face à un partenaire, les techniques, par exemple, je vais te donner des exemples. Quelqu'un qui fait du Reiki, quelqu'un qui fait de la polarité, quelqu'un qui fait des soins énergétiques n'a pas besoin de développer les habiletés intuitives, il a simplement à suivre une façon de faire pour faire un soin énergétique. Et on le fait, puis on ressent plus ou moins clairement qu'est-ce qui se passe, et on fait du bien à notre partenaire en général. Donc, pour le soin, ça va. OK. Maintenant, je reviens avec le soin, Béatrice, pour te faire valoir une chose précise, c'est que dans la pleine conscience intuitive, quand on fait un soin, on va prendre le temps d'observer de quelle façon que notre partenaire reçoit le soin. C'est-à-dire que quand j'envoie de l'énergie dans la jambe de mon partenaire, la jambe gauche par exemple, ben quand j'envoie de l'énergie dans la jambe gauche de mon partenaire, je suis attentif à comment l'énergie circule dans la jambe de mon partenaire. Ce qui veut donc dire que je vais faire un prolongement. Moi, j'utilise le véhicule imaginaire pour vraiment accompagner le mouvement énergétique qui se manifeste dans la jambe gauche de mon partenaire pour voir de quelle façon que l'énergie circule dans la jambe gauche de mon partenaire et de quelle façon que mon partenaire peut résister ou réagir au fait que j'envoie de l'énergie dans sa jambe gauche. Est-ce que c'est quelque chose que tu as identifié, que tu étais capable de pratiquer? Quand on parle donc des trois techniques décodage, déprogrammation et soins, on cherche vraiment à combiner les trois véritablement. Donc, si je fais un soin énergétique, ça veut donc dire quelque part que je vais chercher à combiner le décodage intuitif et la déprogrammation aux soins.
C'est-à-dire que quand j'envoie de l'énergie dans la jambe gauche de mon partenaire, je vais être attentif à comment il va recevoir l'énergie que je lui envoie. Et à chaque fois que je vois une réaction ou une résistance, je vais mettre de la lumière dessus. Je vais prendre le temps de décrire ce que je vois, entends et ressens et je vais questionner et déprogrammer et ensuite de nouveau soigner. C'est comme ça que je vais parvenir à combiner les trois outils pour favoriser donc la pleine conscience intuitive du soin que je suis en train de faire avec mon partenaire. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as expérimenté, ça, Béatrice. Parce que fréquemment, lorsqu'on parle de soins énergétiques, ce qu'on va tendance à avoir à faire dans ma pratique, dans la pratique que moi j'observais avec les gens quand je donne des enseignements en présentiel, entre autres, les gens qu'on arrive à l'aspect soins énergétiques, on va avoir tendance à reproduire des soins comme on les a appris dans le passé, c'est-à-dire en n'étant pas pleinement conscient de ce qu'on fait. Et quand j'arrive avec l'idée du soin énergétique avec la pleine conscience, bien évidemment, le défi pour moi, c'est d'arriver vraiment à ne pas être dans un processus que je dirais à l'aveugle, mais de vraiment prendre le temps d'accompagner le mouvement puis de développer cette pleine conscience intuitive-là. Alors non, je ne fais pas comme ça, je ne pense pas à suivre l'énergie. Donc voilà, ça c'est une première chose, Béatrice, qui va vraiment t'aider énormément. Parce que quand on suit l'énergie, ça veut donc dire qu'on accepte l'idée que la personne qui est devant moi est une personne vivante. On va me dire, oui, c'est évident que la personne est vivante devant moi. Si je fais un soin, c'est qu'elle est vivante. Oui, bien sûr. Mais quand je fais un soin, quand j'envoie de l'énergie dans le corps de mon partenaire et que mon partenaire est vivant, je devrais donc être attentif à la façon qu'il va donc recevoir la vie que je lui donne. Parce que moi, je suis un accumulateur de lumière en tant que guérisseur, et le guérisseur va donc envoyer une somme de lumière dans mon partenaire, et mon partenaire, parce que je lui envoie de la lumière, va recevoir donc un apport de lumière supplémentaire que ce qu'il est habitué à obtenir, et inévitablement, il peut avoir des réactions qui se manifestent, qui peuvent être des réactions positives, donc dans le sens que ça l'amène à une réorganisation de son champ énergétique plus évolutive, plus positive, ou il peut y avoir des résistances qui vont faire que mon partenaire, inconsciemment et à son insu, va bloquer la lumière parce qu'il va avoir peur que la lumière l'amène à développer des comportements qu'il ne croit ne pas avoir le droit de manifester ou d'intégrer. Donc, c'est là, quelque part, que c'est bien, bien important de faire ce travail. Donc, tu vois, Béatrice, déjà, on a identifié quelque chose d'important, c'est que pendant qu'on fait le soin énergétique, on va donc être attentif à la façon que mon partenaire va recevoir la lumière et de quelle façon que moi, je peux prendre le temps de mettre de la lumière dans les réactions, les résistances pour pouvoir favoriser donc un travail plus profond. Donc, c'est ça quelque chose d'intéressant. Toi, Béatrice, est-ce que tu serais intéressée à pratiquer avec d'autres étudiants? Parce que j'ai eu des demandes récemment de gens qui seraient intéressés à pratiquer avec d'autres personnes à distance pour faire des soins à deux. Alors, je ne sais pas si tu serais intéressé, toi, à ce que tu puisses pratiquer avec d'autres personnes les techniques à deux, qui te permettraient peut-être effectivement donc de pouvoir bénéficier d'un étudiant qui connaît aussi la méthode et qui pourrait donc tous les deux, vous pourriez peut-être évoluer, progresser à ce moment-là. Qu'est-ce que tu en penses? Tu me diras si tu as un intérêt par rapport à ça. OK, tu l'as demandé aussi, donc d'accord. Donc, je vais le noter ici. Et je vais vous pouvez la façon que je vais vous mettre en contact, que je vous inviterai peut-être euh, l'idéal, ce serait que tout le monde se retrouve dans le webinaire. Malheureusement, depuis quelque temps, dans les webinaires, il y a peu de participation. C'est une chose que j'observe. Dans le passé, il y a des taux de participation plus ou moins élevés. Lors des conférences mensuelles que je donnais, comme La vie après la vie qui a eu lieu récemment, il y avait un taux de participation beaucoup plus élevé des gens qui étaient intéressés par l'enseignement. Mais ceux qui sont dans la formation, souvent, les gens ne participent pas beaucoup. Donc, malheureusement, au webinaire. Puis je trouve ça dommage parce que c'est une occasion pour que les gens puissent interagir entre eux puis pouvoir effectivement parvenir à trouver une forme d'entente. L'autre chose que je crois qui serait intéressant, euh, c'est il y a le chat qui a été mis en place justement pour permettre à des gens de pouvoir se retrouver. Et là aussi, il y a encore là peu d'interaction qui est effectuée là. Et là aussi, c'est un endroit pour que vous puissiez vous rencontrer. Et puis, il y avait déjà formé un genre de petit groupe sur Facebook et je pense que je vais sans doute devoir le redynamiser pour amener justement les gens à se retrouver dans un espace commun. Le chat avait cet objectif-là, mais je constate qu'il est un peu plus difficile, donc sans doute que je vais
relancer quelque chose à ce sujet-là. Donc, je vais essayer de voir ça. Peut-être à mon retour en décembre, de développer quelque chose comme ça. Mais bon, ce sera à voir. Je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Donc, Béatrice, concernant le soin, donc on a bien compris le soin psychoénergétique. Maintenant, la déprogrammation et le décodage intuitif sont des choses que tu intègres bien à ta pratique personnelle, mais ce sont des choses que tu intègres bien à ta pratique professionnelle maintenant. Si tu peux me donner de l'information à ce sujet-là. Parce que la déprogrammation, c'est quelque chose qui est tout simple comme idée. L'idée de la déprogrammation est très simple. Maintenant, quand on le met en application, elle est beaucoup plus complexe à mettre en application parce qu'on a souvent l'impression, on ne pense souvent pas à l'utiliser, la déprogrammation, d'une façon créative que j'entends. Créative, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant sur moi-même que sur un partenaire, je peux donner à l'énergie avec laquelle je suis en contact tout ce dont elle a besoin dans l'immédiat pour qu'elle puisse changer son état. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'impression que c'est possible d'une certaine façon. Donc, on a tendance à rester accroché à des états qu'on connaît. Par exemple, je donne un exemple, il y a une facette de moi qui est colérique, donc je me mets en contact avec la dimension de moi qui est colérique, et puis je l'observe, et je prends le temps de questionner pour comprendre sa raison d'être, mais je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas dans l'immédiat demander à cette partie-là de moi qui est colérique ce dont elle a besoin pour se libérer de cet état émotionnel-là. Ça peut être intéressant, donc, de pouvoir le développer. Pour le décodage, je l'intègre dans ma pratique personnelle, mais je n'arrive pas sur un partenaire. OK. Et la déprogrammation, c'est la même chose, j'imagine, puisque le décodage intuitif, si tu ne maîtrises pas, très difficile d'appliquer la déprogrammation dans un deuxième temps. Tu as plus de mal à saisir la réponse, bien sûr, ça va être le décodage, la notion de déprogrammation. Alors, moi, ce que je te dirais, c'est premièrement, la question que je vais te poser, à Béatrice, c'est le type de perception que tu as. Ça veut donc dire, si je comprends bien, c'est que quand tu fais un travail sur un partenaire, tu n'as pas de manifestation intuitive, que ce soit au niveau d'image, de sensation ou de mots, tu n'as pas d'information qui vient de ton partenaire. Est-ce que tu peux me confirmer ça, Béatrice? Et si tu as des perceptions qui se manifestent en toi quand tu fais une pratique sur toi, sur quelle sorte de manifestation qui se manifeste? Ce sont des images, des sensations ou des mots qui sont le plus naturels pour toi? Parce que souvent, quand on commence à faire un travail comme celui-là, euh, c'est des images ou des sensations. Donc, OK. Alors, souvent, quand on fait un travail sur un partenaire, on va avoir tendance, je vais te donner des exemples par rapport à toi, Béatrice. Je soupçonne que toi, Béatrice, tu t'es habitué dans tes relations avec les autres à donner de l'importance aux autres. Donner l'importance aux autres, c'est que dans le monde humain, dans le monde naturel, des situations qu'on côtoie avec les gens, je pense que toi, tu t'es habitué à avoir des relations avec les autres dans lesquelles tu es attentive à ce que les autres sont. Tu leur donnes de l'importance, tu es attentive à comment ils réagissent, etc. Donc, tu mets beaucoup d'énergie vers les autres. Alors, quand on fait un travail intuitif avec un partenaire, la difficulté que l'on rencontre, c'est de reconnaître que moi, Béatrice, je suis capable d'identifier des réactions subtiles chez mon partenaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train de me dire à moi-même que je peux avoir des relations différentes avec mon entourage que celles que j'ai développées jusqu'à maintenant. Parce que celles que j'ai développées jusqu'à maintenant, c'est que les autres ont de l'importance et moi, je n'en ai pas. Donc, je donne plus d'importance aux autres qu'à moi-même. Donc, c'est là que je pense qu'il y a une difficulté, Béatrice, c'est que donner plus d'importance aux autres qu'à toi-même, c'est quelque chose que tu connais. Te donner plus d'importance face aux autres, c'est quelque chose que tu ne connais pas. C'est quelque chose que on pourrait presque dire, qui est même défendu. Donc, te mettre dans une position de thérapeute face à un autre, ça veut dire te mettre dans une position d'importance face à l'autre, parce que tu te mets dans une position où tu es capable d'observer l'autre et d'avoir un regard sur l'autre sans lui donner le piédestal, pourrait-on dire. Alors, c'est là, quelque part, que je pense que déjà, en soi, une question de positionnement. Le positionnement, et ça touche la démarche personnelle aussi, hein, parce que la démarche personnelle, c'est une démarche où on peut très bien se dire, ben voilà, pauvre de moi, je suis Béatrice, et pauvre de moi, j'ai vécu des choses difficiles, et pauvre de moi, je dois travailler sur moi. Maintenant, l'autre aspect qui est intéressant dans la pratique personnelle, c'est de commencer à regarder notre potentiel évolutif.
Le potentiel évolutif, c'est je ne suis pas si pauvre que ça, parce que je me rends compte effectivement que j'ai de la valeur. Et parce que j'ai de la valeur, je suis aussi importante que les autres. Et parce que je suis aussi importante que les autres, je peux me permettre donc d'assumer qui je suis devant les autres. Je peux donc me permettre de manifester ma grandeur devant les autres. Et c'est là qu'on commence à développer une relation beaucoup plus juste avec soi. Je ne sais pas si tu me suis par rapport à ce que je te dis, Béatrice. Parce que là, on aborde, en te disant ça, j'aborde à quelque part une position que tu as adoptée, avec toi-même, puis une position que tu as adoptée avec les autres, qui serait sans doute à travailler dans ta démarche personnelle et professionnelle. C'est de comprendre quelque part que tu as développé une position, j'appellerais d'humilité. L'humilité, c'est que moi, avec moi-même, je suis humble, donc je suis donc dans une position où je reconnais quelque part ma fragilité, mes faiblesses, etc. Et d'une certaine façon, je les nourris. Et d'autre façon, je ne me donne pas la permission d'assumer mon potentiel évolutif. Et parce que je n'assume pas ce potentiel évolutif d'affirmation de qui je suis, je ne me mets pas dans une position d'affirmation devant les autres. Je n'ose pas quelque part envisager que je pourrais être quelqu'un de fort et de solide devant d'autres personnes. Et c'est là quelque part que ça devient important, donc de bien travailler sur ce positionnement-là. Oui, c'est vrai, je pense aussi que je me mets de la pression à devoir réussir, ce qui peut bloquer mon intuition, totalement. Je pense que ce stade-ci, ça c'est vraiment important, c'est un point important que tu touches, c'est le plaisir. Le plaisir, le jeu. Si on s'amuse pas, puis on fait pas ça comme un jeu, et d'ailleurs quand on le fait avec une autre personne, on doit bien lui présenter l'idée que c'est un jeu. On ne doit pas lui dire, je vais être un thérapeute, je vais te lire, je vais lire en toi. Je dois vraiment me voir comme une personne qui a envie d'avoir du plaisir avec un partenaire qu'elle a choisi. Ce partenaire-là va avoir l'obligation, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va lui mettre des règles dans le jeu, on va lui faire comprendre que son rôle à lui, c'est de nous aider à trouver des liens des perceptions que j'ai de lui, puisque effectivement le jeu consiste à essayer d'effectuer des liens entre ce que moi je perçois et ce que cette personne-là peut percevoir d'elle-même. Alors c'est ces liens-là qui vont m'aider à construire une confiance. Alors c'est sûr qu'à ce stade-ci, quand on commence à jouer, on doit vraiment avoir cette position-là. Si on rencontre quelqu'un qui est sceptique et qu'on lui demande de dire, ben, je vais te montrer quelque part que la pleine conscience intuitive, ça fonctionne, mais ça veut donc dire que je suis obligé, moi, de devoir lui témoigner quelque part de ma capacité à faire quelque chose que je ne suis peut-être pas prête à faire tout de suite. Donc, ça me met sous pression, et en me mettant sous pression, ça m'éloigne de la démarche intuitive que je pourrais développer si je n'étais pas sous pression, justement. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important de bien mettre en évidence à ce niveau-là. L'autre chose, Béatrice, que je te demanderais par rapport à la pratique professionnelle, c'est as-tu un thème? Est-ce que tu te permets d'avoir des thèmes? Parce que si je fais un travail sur une personne et que je me mets en relation avec la personne sans aucun thème, je me retrouve devant un univers de possibilités. Et cet univers de possibilités, quand on commence la pratique, des fois peut m'amener à me sentir inconfortable parce que je suis dans le monde informel, c'est-à-dire un monde qui n'a pas de forme, qui n'a pas de consistance, qui n'a pas comment dire, de représentation pour moi. Par contre, si je décide de dire, mais tiens, je vais aller voir le foie de mon partenaire, je vais aller voir les veines de mon partenaire, je vais aller voir le cœur de mon partenaire, je vais aller voir la glande thyroïde de mon partenaire. Là, j'ai déjà une représentation imaginaire parce que je pourrais très bien prendre le temps de regarder un livre d'anatomie physiologie pour reconnaître que la glande thyroïde, ben, elle ressemble de telle façon et que quand je fais le voyage dans la glande thyroïde de mon partenaire, ben, je vais avoir une perception de la glande thyroïde qui est celle que j'ai vue objectivement dans un livre d'anatomie physiologie et la glande thyroïde de mon partenaire. Donc déjà à ce moment-là, ça va donc augmenter mon niveau de perception. Là, tu me dis, j'ai toujours essayé avec un thème pour l'instant. Est-ce que les thèmes, finalement, que je suis en train de te décrire, ce sont des choses que tu as l'impression d'avoir expérimentées? Par exemple, là, je viens de parler de système ou organe. Maintenant, si on regarde d'un point de vue émotionnel, par exemple, la personne me dit, j'aimerais ça que tu travailles sur l'insomnie. Est-ce que tu as pris le temps de chercher à te mettre en relation avec la représentation de ton partenaire insomniaque? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton partenaire est physiquement devant toi, concrètement il existe, mais tu te mets en relation avec la perception imaginaire de lui insomniaque. Et là, tu te mets en relation avec une représentation de cette personne-là que tu vas prendre le temps de décrire, questionner, etc. Est-ce que ce sont des choses que tu as essayées, ça, Béatrice? Et rappelle-moi où tu en es au niveau de la formation, parce que je ne me rappelle plus exactement. Est-ce que tu as fait que les trois premiers modules de formation ou tu étais un peu plus loin que ça? Les trois premiers modules sont l'introduction en ligne, qu'on se compose donc de trois modules d'enseignement qui te permettaient de faire un genre de tour d'horizon sur les bases de l'enseignement. Puis après ça, bien évidemment, la formation professionnelle commence avec le module 4 et 5 professionnel qui touche les chakras. Je ne sais pas ce que tu en es, juste pour me situer un petit peu par rapport à ça.
OK. Donc, le quatrième module, je pense qu'il pourrait t'aider parce qu'il vient reprendre ce que je viens de te dire ici. Est-ce que tu est-ce que tu as l'impression d'avoir fait ce que je t'ai dit? C'est-à-dire, est-ce que tu as l'impression de travailler avec des représentations de quelque chose? Représentation d'organes, représentation de comportement. Je pense que c'est important d'avoir cette représentation imaginaire-là parce qu'elle te permet, toi, de travailler avec quelque chose de plus concret, de plus tangible. Parce que si on reste dans le subtil, c'est-à-dire dans l'énergétique, on est dans le flou. Alors, le flou ne nous permet pas de développer une confiance dans notre sens de perception. Si on travaille avec le concret, donc soit le corps physique, une représentation du corps physique, une représentation de comportement ou de problématiques psycho-émotionnelles qu'on a chez un partenaire, ça risque d'être beaucoup plus facile. Le module 4, d'ailleurs, va vraiment te orienter beaucoup ton attention dans cette direction-là. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose que j'aimerais te parler par rapport à ça, puis je te laisse le soin de me répondre, c'est au niveau des chakras, parce que tu me parles du module 3. Il me semble bien avoir fait comme cela, mais quand je ne ressens rien, je ne dis que je suis incapable. Alors là, tu vois, là, tu abordes, c'est intéressant ce que tu dis, Béatrice, parce que là, tu abordes la pratique personnelle. Quand tu dis je ne ressens rien, je me dis que je suis incapable. Donc, là, ça mérite que toi, tu ailles vers ta pratique personnelle et que tu ailles voir cette facette de toi qui se dit incapable. Parce que c'est ça qui va te permettre justement de dénouer des nœuds de tension, parce que quand on n'est pas dans une position de témoin, on tombe dans une position de subjectivité. Alors, quand on est subjectif, qu'est-ce qu'on fait? On porte un regard sur soi et on évalue à quelque part un degré de compétence. Alors, dans ton cas, tu te dis, je suis incapable. Donc, tu n'es pas dans une position de témoin quand tu dis que tu es incapable. Et en te positionnant dans cette incapacité-là, tu t'identifies à cet état-là et tu ne peux plus arriver à rien parce que tu n'es plus dans une position de témoin. Donc, je dirais d'être bien attentif à cette position de témoin, puis qui est très, très fondamentale. L'autre élément, c'est ce que je te dirais, il me semble bien avoir fait comme cela. Mais moi, je vais te dire ça d'une façon très caricaturale et très, très, pour un petit peu pour te provoquer. Je te crois pas. Je vais te dire pourquoi. Parce que si tu l'avais fait comme je t'ai dit de le faire, ça voudrait dire que tu serais capable de me dire, j'ai travaillé sur la glande thyroïde de mon partenaire, et quand j'ai mis de la lumière sur la glande thyroïde de mon partenaire, j'ai pu voir ou ressentir ou entendre telle chose. Pourquoi je suis convaincu de ça? C'est parce que tu aurais une représentation que tu aurais utilisée pour te mettre en relation avec la grande thyroïde de ton partenaire, donc tu aurais perçu quelque chose. Tu aurais perçu quelque chose, quel que soit quelque chose que tu aurais perçu, tu l'aurais vu, entendu ou ressenti. Si tu me dis, je travaille sur l'insomnie chez mon partenaire, ben, ça veut donc dire que je vais me mettre en relation avec une image de mon partenaire qui est insomniaque. Encore là, ça me demande une intention claire de ta part, puis ça te demande effectivement de jouer avec ton imaginaire. Comme on l'a vu tout à l'heure avec le soin énergétique, que tu ne joues pas avec ton imaginaire parce que tu n'as pas pris le temps d'accompagner le mouvement dans le soin énergétique, il est clair que quand tu commences à mettre de la lumière dans la région de la gorge de ton partenaire pour te mettre en relation avec la glande thyroïde, tu n'as probablement pas amené ta conscience dans la glande thyroïde de ton partenaire parce que justement, tu n'as pas bien cerné cet aspect-là, qui vont dire que tu vas rester à un stade un peu à l'aveugle, comme je disais tantôt, où tu attends que quelque chose se manifeste à toi. Et je te le répète, ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner. On n'est pas dans la passivité dans ce genre de pratique-là. On est dans l'interactivité, dans l'interaction qui va faire que le corps va pouvoir se manifester beaucoup plus clairement parce qu'on va l'avoir sollicité. Au niveau de l'enracinement, parfois j'ai du mal à ressentir la lumière venant de l'univers et descendant dans mon cœur. Du coup, c'est difficile de la mettre sur une partie du corps ou un organe. Tu vas m'expliquer pourquoi. Pourquoi c'est difficile de la mettre sur une partie du corps ou un organe. Premièrement, je te dirais qu'au niveau de la pratique personnelle, ça te donne l'opportunité de dire pourquoi la lumière de l'univers a de la difficulté à descendre dans mon cœur. Ça, c'est une première question que tu peux te poser. La deuxième question que tu peux te poser, pourquoi justement que ton enracinement, que le mélange qui se manifeste dans ton cœur aurait de la difficulté à se manifester dans le corps d'un partenaire, sur une partie du corps ou un organe. En reconnaissant que c'est un jeu, tu ne vas pas chercher la perfection du jeu. Par exemple, je pars du principe que je vais donc utiliser l'imaginaire pour voyager dans mon corps ou dans celui de mon partenaire. Mais ce jeu-là, quelque part, c'est un jeu. Alors, si l'enracinement me donne les meilleures conditions possibles pour faire ce jeu-là, bien évidemment, je vais chercher à le faire le mieux possible. Mais si je ne parviens pas à le faire le mieux possible, ça ne m'empêche pas d'utiliser le véhicule imaginaire pour pouvoir voyager en moi ou vers un partenaire. Donc ça, c'est quelque chose de bien important aussi à comprendre. Et là, ça touche la notion de jeu. Parce que si tu te prends au sérieux, tu vas te dire, je me suis mal enraciné, donc je ne peux pas faire le travail, je ne peux pas voyager dans le corps de mon partenaire ou dans mon propre corps. Et là, ça tombe dans le sérieux de la chose. On est dans l'étudiant. L'étudiant, l'élève qui veut bien faire et qui se juge parce qu'il n'a pas bien fait, il n'a pas réussi à s'enraciner adéquatement. Et là, on tombe dans quelque chose de très sérieux qui nous éloigne de la facilité du jeu dont j'ai parlé tantôt. Donc, c'est un autre élément qui serait intéressant pour toi d'explorer.
L'autre chose que je vais te parler, c'est concernant les chakras, puisque tu es rendu, donc tu as fait le premier module de formation sur les chakras, qui touche à la dimension énergétique. Et ça veut donc dire qu'il y a une interaction au niveau des chakras que tu effectues. Donc, si tu as un partenaire devant toi, et que tu commences normalement à poser ton attention vers le chakra sacré, par exemple. Mais le chakra sacré, qu'est-ce qu'il est demandé dans ce module-là? C'est d'avoir une première perception du chakra sacré. Donc, encore là, tu as une représentation imaginaire d'un chakra. Donc, tu ne parles pas avec quelque chose de flou, tu parles avec quelque chose qui ressemble donc à un chakra. Donc, normalement, tu vas être capable de pouvoir décoder, pouvoir voir à quoi ressemble le chakra. Et ensuite, évidemment, les techniques vont te permettre d'amplifier ça. Premièrement, la première technique, c'est l'ouverture-fermeture du chakra. Donc, si je prends le chakra sacré, que je l'ouvre et que je le ferme, et que je l'ouvre et que je le ferme, un peu comme l'exercice physique, mais devant mon partenaire, quand je cherche à l'ouvrir et à le fermer, normalement, je vais donc être capable de dire à mon partenaire, ben, j'ai perçu que c'était facile à ouvrir, mais difficile à fermer, par exemple. C'est donc une information intuitive que j'ai là. Maintenant, cette information intuitive, si je prends le temps de la questionner pour comprendre la raison d'être de pourquoi c'est difficile à fermer ou à ouvrir, ben, je vais augmenter mon niveau de compréhension. Si j'amène la notion de déprogrammation en disant, bon, qu'est-ce que je peux faire pour le chakra sacré pour qu'il s'ouvre mieux et qu'il se ferme mieux, ben, je vais donc faire quelque chose dans l'immédiat. Donc, encore là, je fais des actions. Si je cherche ensuite à travailler, à augmenter l'ouverture et fermeture en suivant un certain rythme d'harmonisation, ben, je vais chercher donc à harmoniser le chakra sacré dans le mouvement ouverture-fermeture. Après avoir fait ça, je vais donc chercher à mettre de la couleur dans le chakra sacré. Donc, je vais chercher à répandre de la couleur orange dans le chakra sacré et d'observer de quelle façon que la couleur orange se répartit dans le chakra sacré. Donc, encore une fois, je vais donc observer de quelle façon que le orange va se répartir dans le chakra sacré, si c'est abondant, si c'est pas abondant, etc. Donc, encore une fois, j'ai plein d'informations intuitives qui peuvent se manifester à moi, que je peux voir, entendre ou ressentir. Après avoir fait ça, je fais la circulation rotatoire, centripète et centrifuge. Centripète qui va dans un sens, centrifuge qui va dans l'autre. C'est-à-dire un mouvement qui fait comme ça et un mouvement qui fait comme ça. Donc, comme ça et comme ça. Centripète, centrifuge. Centripète qui est une concentration d'énergie vers moi et centrifuge qui est une diffusion d'énergie vers l'extérieur. Donc, encore une fois, ça aussi, c'est une information que je peux aller chercher, comment le centripète fonctionne, comment le centrifuge fonctionne dans le chakra sacré. Là, je parle juste du chakra sacré. Ça veut donc dire que 7 chakras, ça veut donc dire que je peux aller chercher de l'information sur chacun des chakras, ce qui veut donc dire qu'il y en a 7. J'ai donc 7 degrés d'information que je peux aller chercher chez mon partenaire de cette façon-là. Et après avoir fait ça, ce qu'on va chercher à faire, c'est, on va chercher donc à faire le mouvement descendant et le mouvement ascendant dans le chakra. Le mouvement descendant qui est le mouvement de relaxation, qui est relié au système parasympathique, qui me permet de me régénérer et de me ressourcer, et le mouvement ascendant qui est relié au mouvement sympathique, qui est plus un mouvement de dépense énergétique. Alors, tu vois que tout ça devrait t'amener à une somme d'informations importantes, puis après ça, il y a la circulation entre les axes, entre le chakra racine et le chakra couronne, le chakra sacré, chakra de la gorge, chakra solaire, chakra du cœur, chakra frontal. Alors encore là, cette circulation énergétique-là va te permettre d'aller chercher l'information sur la circulation énergétique entre les chakras. Ce sont toutes des choses que tu as expérimentées, Béatrice. Parce que finalement, en prenant le soin de te présenter ça comme ça, tu te rends compte qu'il y a énormément de possibilités pour répartir, interagir avec le champ de ton partenaire, pour être capable d'aller chercher des perceptions. Non, pas encore. Mais tu vois, ça serait vraiment intéressant, tu vois, comprendre que, d'une part, il y a l'idée de représentation avec le corps physique, donc d'aller chercher une connaissance de l'anatomie physiologie pour aller chercher un travail sur un organe, un système, qui fait référence donc au module 1, 2 et 3. Il y a la technique de l'accueil, qui est une autre technique qui est intéressante à pratiquer avec un partenaire. Il y avait donc ensuite toutes les techniques sur les chakras qu'on vient de voir aujourd'hui, qui sont une somme d'informations très, très importantes. Les exercices sur les chakras sont assez longs dans ce module 3-là. Et dans la toute fin du module 3, dans la pratique vers l'autre, on apprend à développer cette habileté-là, à décoder les chakras, qui sont donc des ondes associées au chakra, au corps de la personne. Donc, on peut vraiment aller chercher beaucoup, beaucoup d'informations de cette façon-là. Donc, avec tout ça, je pense que ça serait fort intéressant. Puis en plus, le module 4, lui, va mettre en évidence que les chakras sont en relation avec des états de conscience. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de l'énergie vitale qu'on retrouve dans les chakras, mais qu'on peut vraiment arriver à développer donc un travail sur des états de conscience psycho-émotionnels. Donc, on peut vraiment travailler sur des représentations de notre partenaire dans un état. L'insomniaque, le colérique, le timide,
Vous voyez, il y a plein de l'indécis, etc. Donc, il y a plein de possibilités qui peuvent se manifester à nous. Et encore là, on travaille avec une représentation. C'est très important, Béatrice, cette notion de représentation. Tu dois avoir une représentation de tes perceptions le plus possible pour que ce soit plus facile pour toi de travailler de cette façon-là. Donc, il y a également Michel qui est là. Donc, bonsoir Michel. J'ai cette notion de difficulté pour les relations à distance, alors que ça me semble plus facile avec un partenaire en présence. Oui, bien sûr que tu pourrais. Donc, Michel, toi, donc, tu es dans quelle formation? Dans la formation professionnelle ou personnelle? Juste pour me situer, pour que je puisse vous aider avec les outils et les moyens que vous avez, puisque dans l'introduction en ligne, pour ceux qui sont dans la formation personnelle, l'introduction en ligne, c'est le seul moment où vous allez aborder la pratique vers l'autre. Alors, si vous êtes dans une formation personnelle, ben, je vous dirais que la pratique vers l'autre n'est pas valorisée, puisque évidemment, on ne va pas mettre l'emphase là-dessus, puisque l'objectif, c'est de développer des outils pour être capable de travailler sur vous-même. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on va arriver à quelque chose. Donc, toi, tu dis que tu es en formation personnelle et tu arrives au module 6. D'accord. Donc, moi, je te dirais, bien évidemment, que l'objectif de la formation personnelle n'est pas tant orienté sur la pratique vers l'autre, et que dans ce sens-là, la tendance, hein, quand on fait une formation personnelle, ou une formation professionnelle aussi, hein, c'est de négliger le travail sur soi. Alors, moi, je te dirais, Michel, que la première chose que tu dois apprendre à développer, c'est une pratique vers toi-même, et que dans ce sens-là, évidemment, le faire travailler sur un partenaire, ben, quelque part, dans le cadre de la formation personnelle, c'est pas quelque chose qui est compris. Donc, dans ce sens-là, moi, ma position dans l'apprentissage, de vous accompagner, ben, c'est pas quelque chose qui fait partie de cette formation-là. Ceci dit, on va prendre le temps de regarder quand même ce que tu me dis, là, c'est que la relation à distance, euh, par rapport à une relation en présence, je vous dirais finalement que dans la formation, que dans le cadre des formations, faire une rencontre à distance, c'est quelque chose que beaucoup d'étudiants ont de la difficulté à concevoir, un peu comme toi, Michel, mais que quand on se met en action par rapport à cette pratique-là, on constate à quelque part qu'elle est finalement au moins aussi facile, et sinon plus facile que la pratique en présentiel. Et dans ce sens-là, évidemment, comment on doit procéder, j'en ai beaucoup parlé avec Béatrice, je ne sais pas si c'était là, Michel, quand j'ai parlé avec Béatrice, mais ce que j'ai mis en évidence, c'est la notion de représentation. La représentation, quelque part, c'est avec qui je travaille, avec quoi je travaille. Il faut donc avoir un mode de fonctionnement qui relie à l'intention de mettre clairement une intention de travailler quelque chose de concret, de tangible. Et c'est là, quelque part, qu'on arrive justement à beaucoup plus facilement mettre en place un processus comme celui-là. Toi, Michel, quand tu dis j'ai pas mal travaillé sur moi, j'ai parfois l'impression que les réponses viennent un peu du mental. Ben, quelque part, il faut rappeler, et ça je l'ai dit souvent, c'est la position de témoin est fondamentale dans la pratique personnelle et professionnelle. La position de témoin, c'est quoi? La position de témoin, c'est celui qui observe ce qui se passe en lui. Donc, si mon mental intervient, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le regarder, puis je vais lui dire pourquoi tu me dis ça? Quel est le sens? Quel est ton message? Je vais m'adresser à mon mental. Donc, encore là, je reste dans une position de témoin à ce moment-là. Et si tu me dis ça, parce que là, quelque chose qui m'intéresse dans ton commentaire, c'est j'ai pas mal travaillé sur moi, j'ai parfois l'impression que les réponses viennent un peu de mon mental. Et là, tu me dis, j'ai cette notion de difficulté sur la relation à distance, alors que ça me semble plus facile avec un partenaire en présence. Alors là, j'essaie de comprendre ta réflexion, Michel, parce que d'une part, tu me dis que quand tu fais un travail sur toi, tu as quelquefois l'impression que c'est ton mental qui intervient. Ça veut dire que quand tu fais un travail sur les autres, tu n'as pas cette impression que ton mental intervient. C'est une chose que je voudrais clarifier avec toi pour bien comprendre, justement, pour essayer de pouvoir amener la réflexion la plus claire possible. Parce que c'est certain que quand on est dans une démarche avec soi-même, dans ton cas, Michel, peut-être que c'est ça, hein, on fait une démarche personnelle sur soi-même, on est en relation avec des blessures, on est en relation avec des émotions, des douleurs, des souffrances, des choses qu'on n'est pas capable de gérer et qui sont tellement douloureuses qu'à quelque part, on n'est pas capable de vivre avec. Alors, le seul moyen pour nous d'en sortir, c'est de se dire, ben, je vais aller voir les autres, hein, je vais aller aider les autres, ça va être plus facile pour moi d'aller aider les autres parce que j'ai l'impression qu'en allant les autres, je donne un sens à ma vie, parce que quand je travaille sur moi, je n'arrive à aucun sens à ma vie. Toi, c'est un peu une chose que je peux percevoir de toi à ce niveau-là. Cependant, j'ai fait pas mal de découvertes sur moi où, oui, en effet, je suis plus neutre avec les autres. Je te dis très franchement que la pratique vers soi est plus difficile à faire que la pratique vers les autres. Par contre, si on veut aller plus loin dans la pratique vers l'autre, on doit être capable de faire un travail sur soi. C'est-à-dire que plus le travail sur soi se fait aisément, plus on est capable de voyager dans une neutralité à l'intérieur de soi-même, plus on est capable de faire un voyage de plus en plus profond et de plus en plus approfondi vers notre partenaire.
Et que dans de ce sens-là, quelque part, c'est bien, bien important de bien donc maîtriser la pratique personnelle. Ce qui ne veut pas dire qu'on va devenir un maître, qu'on va changer notre vie, qu'on va être capable, qu'on n'a plus besoin d'aller voir de thérapeute ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire quelque part qu'on va maîtriser l'outil. Maîtriser l'outil, c'est être capable de décoder pour comprendre, de déprogrammer pour justement libérer, et puis soigner pour favoriser l'équilibre énergétique. C'est les trois fondements essentiels de la pratique sur soi comme sur un partenaire. C'est exactement la même chose. Et quand tu me dis la difficulté pour la relation à distance, ça veut donc dire quelque part que tu ne fais pas confiance dans ton processus intuitif. C'est simple. Parce que si tu faisais confiance dans ton processus intuitif, que la personne soit devant toi physiquement ou qu'elle soit à distance, ça ne changerait absolument rien. Pourquoi? Parce que la pleine conscience intuitive ne repose pas sur une perception en présence. Ce n'est pas le fait que la personne soit physiquement devant moi, que je puisse la toucher, que je vais avoir plus confiance que si je fais confiance à mes perceptions. Quand on fait la pleine conscience intuitive et qu'on la maîtrise bien, on est capable de faire un travail à distance sans aucune difficulté parce qu'on a compris que le travail que l'on effectue avec une personne ne repose pas sur le fait qu'elle soit présente ou pas. Ça repose sur le principe, est-ce que je suis capable de communiquer avec la perception, avec l'outil, le véhicule imaginaire me permet-il de voyager chez mon partenaire? Et moi, je soupçonne, Michel, que peut-être que tu as plus de facilité à le faire en présence parce que justement, tu vas chercher une certaine forme de confiance, de sécurité dans le fait que ta personne est physiquement présente, que tu peux la toucher, que tu peux donc te sécuriser en la touchant aussi, hein, et que de cette façon-là, ça t'éloigne d'une certaine façon de la pleine conscience. Pourquoi je te dis ça? Parce que la pleine conscience intuitive ne repose pas justement sur cette sécurité matérielle. Quand je fais un travail de pleine conscience intuitive, je n'ai pas besoin de la sécurité matérielle parce que je pénètre dans un univers qui n'est pas relié à la matière, qui est relié donc à un monde subtil. Ce monde subtil-là est un monde dans lequel le flot d'informations qui circule, qui se manifeste à moi, repose sur des perceptions imaginaires. Donc, si je fais un travail sur une personne à distance, ben, le seul moyen pour moi de faire ce travail à distance, c'est de faire confiance à mes perceptions imaginaires. C'est de faire confiance à ce qui me se manifester à moi sous la forme visuelle, auditive ou sensitive. Si la personne est devant moi physiquement, ben, je peux la toucher, je peux y parler, je peux interagir avec elle, elle peut me sécuriser, elle peut me dire, ouais, t'es bon, oui, c'est ça exactement ce que je suis en train de vivre. Et c'est là que je vais tomber dans un processus que j'appelle de sécurité. Je ne dis pas que c'est mauvais, je dis simplement que ce processus de sécurité m'éloigne de cette capacité que j'ai de me capter, de capter mes perceptions imaginaires, de leur faire confiance. Et c'est ça un petit peu que je veux amener là-dessus. C'est aussi parce que je travaille énergétique, les personnes sont présentes. C'est-à-dire que tu fais de la thérapie, Michel. C'est ça que je comprends. Tu es thérapeute. Et que tu reçois donc des gens en travail énergétique et que les gens sont présents et donc tu as la difficulté à combiner le travail intuitif avec les soins énergétiques que tu pratiques déjà. C'est ça, hein? Donc, effectivement, ça touche un peu ce que Béatrice, on a un petit peu abordé le sujet avec Béatrice tout à l'heure. Béatrice me faisait part qu'elle a la difficulté à intégrer le décodage des programmations et soins avec un partenaire. Et effectivement, quand on commençait à parler avec elle, je lui demandais, ben, est-ce que le soin énergétique est capable de l'appliquer? Parce que le soin énergétique, c'est ce que j'appellerais la base nue, on va l'appeler comme ça, du travail de la pleine conscience intuitive. C'est-à-dire que le soin énergétique, c'est un peu comme le thérapeute en pleine conscience intuitive qui est en vacances. Pourquoi je dis ça comme ça? Parce que le soin énergétique, ça veut dire j'envoie de l'énergie à mon partenaire et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne suis pas attentif à ce qui se passe parce qu'à quelque part, j'ai la tête ailleurs, j'ai une pensée ailleurs, je peux me dégager d'une certaine façon de la réaction que mon partenaire va manifester. Quand on fait la pleine conscience intuitive et qu'on fait un soin énergétique avec notre partenaire, on va être attentif à comment l'énergie va circuler à notre partenaire, comment il va y avoir des réactions et des résistances qui vont se manifester chez lui. Et c'est là qu'on va amener la notion de décodage, des programmations et soins. Et là, ça devient une boucle qui va se mettre en branle. Je ne sais pas si tu as bien compris cette notion-là, parce que quand je te parle de ça, Michel, je te parle d'une pratique personnelle et professionnelle. Je ne parle pas justement d'une pratique uniquement professionnelle. Les trois éléments que j'ai nommés doivent se combiner les uns avec les autres, ce qui va faire qu'on va être capable de parvenir justement à constamment chercher à développer une pleine conscience intuitive dans l'énergie de notre partenaire parce que les trois outils vont me permettre de développer une conscience de plus en plus riche et de plus en plus importante du processus intuitif. Je ne sais pas si ça t'aide ce dont je te parle, Michel, si vous avez des questions, des commentaires, mais c'est un petit peu ce que j'avais à vous dire par rapport à cette question-là également. Et s'il y a d'autres personnes à la salle, ben, je vous salue, hein, puis n'hésitez pas à intervenir, puisque le rôle que j'ai de ce petit webinaire-là, c'est de chercher donc à vous aider dans toutes les démarches que vous effectuez.
pour arriver donc à le maximum de vos compétences. C'est ce qu'on a essayé de faire avec Béatrice et Michel. Donc, Michel, évidemment, si tu as des commentaires ou des précisions que tu voudrais me faire, ben, c'est le moment, puisque je suis là pour ce moment, pour vous, hein, pour répondre aux questions, pour essayer de vous amener le plus loin possible dans la pratique. Mais moi, Michel, je reviens avec, c'est déjà comme ça que je travaille, mais je ne posais pas de questions. Je faisais juste de la déprogrammation. Mais là, tu vois, Michel, je vais te dire quelque chose à ce niveau-là, c'est que c'est pas possible de faire dans la pleine conscience intuitive, c'est pas possible de faire de la déprogrammation sans poser de questions. Donc déjà, en d'emblée, il y a quelque chose que tu maîtrises pas bien dans ta pratique personnelle non plus, parce que le décodage intuitif te permet de comprendre ce qui se passe. Alors, si on ne comprend pas ce qui se passe, on ne peut pas déprogrammer comme tel. Par exemple, si moi je me mets en relation avec une énergie qui est en moi et que je me rends compte que cette énergie-là, elle est triste, ben, je peux donc lui demander qu'est-ce que je peux faire pour la déprogrammer parce que je sais qu'elle est triste. Mais si je ne sais pas qu'elle est triste, je ne peux pas déprogrammer quelque chose que je ne connais pas, que je ne sais pas. Donc, c'est là quelque part que dans ta pratique personnelle, ça m'amène à me questionner sur ta pratique personnelle aussi, puisque cette notion de déprogrammation, elle est vraiment, vraiment un élément très relié au décodage intuitif dans la pratique de la pleine conscience intuitive, évidemment. Hein, on peut déprogrammer, quand on ne sait pas ce qu'on déprogramme, pour moi, ça ne peut pas être de la déprogrammation. Et quand on fait de la déprogrammation aussi, Michel, on doit être capable de pouvoir constater le changement qui se fait dans la perception. Donc, si je n'ai pas été capable de questionner la perception au départ et que je déprogramme quelque chose que je ne connais pas, je ne peux pas être en mesure de découvrir la progression du processus. Donc, je ne suis pas du tout dans la pleine conscience intuitive à ce moment-là. Du coup, on peut commencer par un soin qui amène au décollage et ensuite à la déprogrammation. Bien sûr, Béatrice, on peut faire ce que l'on veut. On est dans un pays libre, dans le sens que la pratique de la conscience intuitive, moi, je vous donne des structures. Mais ces structures-là, en rien de compte, quand on est dans la pratique, on s'en rend bien compte que le processus intuitif ne repose pas sur des techniques rigides. Donc, moi, je vous donne un cadre rigide par moment, mais cette rigidité-là, ce que je veux faire comprendre, c'est que cette rigidité-là, elle est libre dans la mesure que tout ce que vous allez expérimenter vous-même dans votre pratique va vous permettre de développer une pratique qui vous est plus personnelle, que vous allez donc adapter en quelque sorte l'enseignement qui est donné pour le rendre vivant pour vous. Et ça, je pense que c'est bien important de pouvoir le faire. Et dans ce sens-là, Béatrice, effectivement, tu viens de comprendre quelque chose d'important. Je l'ai compris que la conscience intuitive, c'est une belle avancée pour moi. Explique-moi, Michel, je ne comprends pas ce que tu veux dire par cela, puisque tu me dis des choses qui me laissent croire des choses. Donc là, j'ai compris avec la conscience intuitive, c'est une belle avancée pour moi. Je ne comprends pas très bien la réflexion que tu me fais à ce niveau-là. En fait, ce que je vais te dire, Michel, par rapport à la pratique intuitive, les soins énergétiques, c'est peut-être possible pour toi que tu es quelqu'un qui, je vais dire ça comme ceci, se sécurise dans la relation que tu as avec l'autre. Et quand on se sécurise dans la relation qu'on a avec l'autre, on développe ce que j'appelle, moi, OK, donc c'est en réponse à ce que tu me disais sur, sur mes anciens soins. Oui, effectivement, et que quand on fait des soins, quand on est en relation avec notre partenaire, on développe une forme de complicité avec lui. La complicité, ça consiste en quoi? Ça consiste à dire, ben moi, je perçois quelque chose, puis mon partenaire, c'est lui qui va me dire comment il perçoit les choses, puis on développe une complicité. Et cette complicité va faire que je vais me sentir à l'aise parce que mon partenaire complète ce que je fais. Et là, on n'est pas en pleine conscience intuitive. On est dans la complémentarité, c'est-à-dire qu'on demande à notre partenaire, à notre client, de pouvoir nous confirmer qu'est-ce qu'on perçoit. Donc, on n'est pas en maîtrise parce que notre partenaire, c'est lui, d'une certaine façon, qui va nous confirmer ou pas ce qu'on voit, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et on est en danger à ce moment-là parce que ça veut donc dire que notre partenaire, le jour qu'il va nous dire que c'est pas juste ce qu'on perçoit, ben on va être complètement démoli parce qu'on a l'impression quelque part que on ne sera pas à la hauteur de ce que notre partenaire l'évaluation de notre partenaire. Alors que finalement, être en pleine conscience intuitive, c'est être en maîtrise d'un processus intuitif qui fait que je suis capable de pouvoir moi-même déterminer qu'est-ce que je perçois, si c'est juste ou pas. Ce qui ne veut pas dire que j'ai la vérité infuse, ça ne veut pas dire que je vais m'imposer à mon partenaire. Ça veut dire que je vais avoir assez confiance en mon processus intuitif pour être capable d'accepter que j'ai un certain point de vue que je capte et que mon partenaire, je peux partager avec lui ce certain point de vue-là. Mon partenaire ne peut ne pas être en accord avec ce point de vue-là, ça ne veut pas dire pour autant que je suis dans l'erreur. Ça veut juste dire quelque part que peut-être qu'il n'est pas prêt à l'entendre, peut-être qu'on se communique mal, on n'arrive pas à bien cerner ce qu'on veut communiquer, etc. Il y a plein d'éléments comme ça, mais en général, on va arriver à un processus d'entente très fréquemment. Moi, c'est arrivé, depuis 25 ans que je pratique, ça m'est arrivé très rarement que je ne suis pas parvenu à des ententes avec des gens. Très, très rare, parce que justement, les gens qui viennent me voir ont une volonté d'être aidés, une volonté de vouloir évoluer, et dans ce sens-là, ils vont souvent contribuer au travail en reconnaissant ce que je vais leur donner comme information.
Pendant les soins, je ne pose pas de questions. Nous faisons un débriefing à la fin. Voilà. C'est pour ça que on en parle, hein, justement. C'est ça qui est intéressant de ce genre de petit webinaire-là, c'est de regarder les mécanismes ou les mauvaises habitudes que l'on développe dans la pratique, quelle qu'elle soit. Parce qu'on développe de mauvaises habitudes parce que justement, on n'a pas confiance envers l'outil de la pleine conscience intuitive, parce que ça touche l'imaginaire, et que cet imaginaire-là, évidemment, ça demande aussi, il faut bien le dire, ça demande un certain effort. Par exemple, quand je fais un soin avec mon partenaire, bien évidemment, je peux très bien quelque part laisser le soin se faire par lui-même, sans intervenir, sans interagir. La pleine conscience intuitive demande d'une certaine façon d'être en interaction pendant que je fais le soin, puisque j'accompagne le mouvement énergétique que je donne à mon partenaire, je l'accompagne, et par le fait que je l'accompagne, je me mets en relation avec des réactions et des résistances possibles qui vont se manifester chez lui et qui vont faire que je vais donc avoir une opportunité de faire du décodage, des programmations et soins grâce à ça. Donc, c'est là, évidemment, que c'est pour ça que je comprends mieux, d'ailleurs, pourquoi tu as de la difficulté, justement, à pouvoir faire un débriefing à distance, parce que sans doute que tu es beaucoup moins confortable dans l'expérimentation de ce type de travail-là à ce moment-là. Donc, ce serait sans doute intéressant pour toi, donc, de vraiment explorer, expérimenter, justement, cette aventure, donc, des perceptions, de faire confiance aux perceptions et de pouvoir prendre le temps pendant le soin, même de t'arrêter pour prendre des notes, pour être capable de vraiment prendre le temps de faire le processus et de dire aujourd'hui, je vais te faire un soin spécial, je vais plus mettre en place le décodage des programmations et un peu moins le soin, juste pour t'habituer justement à changer ton point de vue, pour t'habituer à d'avoir un autre regard sur l'énergie qui se passe pendant que tu fais un soin à un partenaire. Marguerite qui me dit, j'ai l'impression que quand je fais une écoute majeure, je vois plein d'images que je décris, questionne, description, décris, décollage, questionne des programmes à ma cliente. Quand je retransmets, la personne le reçoit moins profondément que moi qui les ai ressentis physiquement. Euh, je vois bien à ma cliente, quand je retransmets, la personne reçoit moins profondément que moi qui les ai ressentis physiquement. Alors, la question que le commentaire que tu me poses, Marguerite, en fin de compte, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est juste ce que tu me dis par rapport à la réalité. Parce que tu dis, j'ai l'impression que quand je fais une pratique intuitive, je vois plein d'images que je décris, questionne des programmes à ma cliente, et quand je les retransmets, la personne les reçoit moins profondément que moi qui les ai ressentis physiquement. J'ai l'impression, c'est ça le début de ta phrase. C'est comme s'ils étaient plus détachés que moi ou dans l'incapacité de la recevoir. Alors là, évidemment, c'est là effectivement ce qui est intéressant dans cette démarche-là, fin de compte, Marguerite, c'est de, tu sais, c'est un peu comme, je veux dire quelque chose comme ça. Marguerite est peut-être quelqu'un d'intense, émotionnellement parlant, et cette intensité-là fait que tu as de la difficulté peut-être à être entendu par ton entourage d'une façon générale, parce que les gens, quelque part, ne comprennent pas cette intensité-là que tu manifestes. Donc, tu as une intensité, tu l'exprimes, tu t'attendrais à ce que les gens soient intenses, de la même façon que tu l'es, ou passionnés, puis ne le sont pas. Ça te développe une forme de frustration, un sentiment quelque part que tu n'as pas été entendu ou reconnu comme tu l'aurais souhaité, parce que les gens n'ont pas été en mesure d'être aussi passionnés que tu l'aurais souhaité. Là, je t'exprime quelque chose pour te faire une réflexion sur ta pratique professionnelle versus ton aspect personnel. Jusqu'à quel point que cette démarche-là que tu me décris n'est pas quelque chose que tu retrouves dans ta vie personnelle, dans cette espèce de recherche que tu as de vouloir être reconnu par les gens et que la passion qui est en toi, tu as envie de transmettre et comme les gens ne te donnent pas l'impression que cette passion que tu transmets, ils la reçoivent, ben ça peut te donner le sentiment que tu n'es pas reconnu comme tu le souhaiterais, comme tu le voudrais. Je ne sais pas comment tu reçois ça, Marguerite. C'est une question que je posais par rapport à ça. C'est comme une réflexion qui pourrait peut-être t'amener donc à mieux comprendre ce thème que tu viens de m'exprimer. Puis l'autre chose que je te dirais par rapport à ça, c'est sans doute juste, non, en général, ils sont contents et suivent mes conseils. Donc, bien évidemment, s'ils sont contents et qu'ils suivent tes conseils, les gens, ben, quelque part, tu devrais peut-être justement accueillir cela, puis et je te dirais que le questionnement, le thème que tu m'exprimes, pour moi, correspond peut-être à ce que je viens de te décrire au niveau plus personnel. Ça touche plus ta vision ou ta façon d'interagir avec l'entourage. C'est un peu comme ça que je te dirais ça. Par contre, quand tu dis que la personne reçoit moins profondément que moi qui les ai ressentis physiquement, ben, à quelque part, ce que je te dirais, c'est
tu sais, faire parler ton partenaire. Faire parler ton partenaire, c'est que toi, tu as vécu quelque chose, que tu lui exprimes à ton partenaire, et quand tu vas lui demander comment est-ce que tu reçois ça, ton partenaire pourrait simplement te dire, ben, je reçois bien ça. Ça serait intéressant comme réponse, puisqu'il reçoit bien cela. C'est positif. Mais on pourrait dire, oui, mais est-ce que tu pourrais me dire, qu'est-ce que ça te fait en toi? Qu'est-ce que ça te fait en toi quand je te dis ça? Je te pose des questions comme ça, Marguerite, pour te faire comprendre que quand tu me dis que tu as ressenti fortement physiquement les choses, c'est évident que, tu sais, on parle d'intelligence émotionnelle. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose d'intelligence émotionnelle, mais ce qui est reconnu par rapport à l'intelligence émotionnelle, c'est que on a un problème de langage par rapport à cette intelligence-là, nous, en tant qu'êtres humains, parce que la capacité qu'on a de pouvoir verbaliser nos émotions, c'est qu'il faut être capable de les nommer. Alors toi, tu es peut-être capable, par ton ressenti puis tes perceptions, de donner une information pleine de couleurs à ton partenaire au niveau d'une émotion que tu as captée chez cette personne-là. Mais cette personne-là, elle capte, par exemple, 58 couleurs que tu lui envoies, mais elle n'est pas capable de s'en représenter plus que 20. Donc, la capacité de réagir à ce que tu lui donnes, ben, elle va être capable de réagir en tenant compte des 20 couleurs qu'elle connaît, mais elle aura 38 couleurs qu'elle n'aura pas été capable de reconnaître parce que toi, tu auras eu la capacité de savoir 58 couleurs. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est ça un peu. C'est que plus je suis capable de voir une variété, une subtilité d'émotions, plus je suis capable de la verbaliser, les émotions, avec plus de subtilité. Ça veut donc dire que je suis capable d'identifier les émotions plus clairement, alors que quelqu'un qui a moins de langage, moins de verbalisation, moins de compréhension, moins de capacité de représentation des émotions, il va pas être capable de les verbaliser avec autant de facilité. Donc peut-être que ça aussi, c'est un autre élément important que tu dois cerner, c'est que peut-être que toi, tu as une capacité de connecter avec les émotions qui est très élevée, que donc une capacité d'avoir beaucoup, beaucoup de couleurs, beaucoup de variations et de subtilités, et que peut-être que les gens n'ont pas la capacité de recevoir toutes les subtilités des variations de couleurs que tu as et qui sont peut-être pas capables donc de te donner, de te rendre une réponse satisfaisante à ce niveau-là. Et c'est là effectivement que ça peut être intéressant pour toi de les amener à faire un travail d'introspection intérieure pour les amener à être capables de développer cette intelligence émotionnelle-là, être capable de toucher l'émotion ou l'énergie quelque part que tu as été capable de capter, de les amener, eux, à les conscientiser, ces émotions-là, ce serait intéressant. Je sais que je ressens fortement, car ça me fascine, ces images. Je fais le débriefing à la fin. C'est juste ce que tu dis. C'est juste ce que tu dis. OK. Donc, évidemment, l'intelligence émotionnelle, c'est un élément bien important. C'est très intéressant pour ceux qui sont intéressés. Hein. On reconnaît que l'intelligence, c'est l'intelligence cérébrale. L'intelligence émotionnelle est une autre forme d'intelligence qui nous relie au cœur, hein, qui nous fait part de l'intelligence du cœur, qui nous fait comprendre que l'intelligence du cœur est capable de nous amener à percevoir les choses. Je me perçois plus, parce que je suis intelligent au niveau du cœur, je suis capable de percevoir qu'est-ce qui se passe en moi, je suis capable de percevoir ce que les autres sont aussi. Et comme je suis capable d'avoir, j'ai un langage émotionnel très développé, je suis capable de nommer les états émotionnels très variés que je peux avoir dans moi. Quelqu'un qui est pauvre dans cette intelligence émotionnelle-là va être capable de donner que très peu de mots à l'émotion. Il va pouvoir dire, je suis triste. Il va pouvoir dire, je suis en colère. Puis ça va peut-être 5-6 émotions, il va être capable d'identifier 5-6 émotions qu'il connaît, alors qu'on voit que c'est quelqu'un qui est très pauvre émotionnellement parlant, que quand on a juste que quelques mots, quelques définitions d'émotions pour être capable de décrire. Mais quand on a une certaine articulation autour des émotions, qu'on a compris les subtilités des émotions et qu'on est capable de faire la différence entre la colère, la haine, la rage, vous voyez, plein de variations émotionnelles qui peuvent être très proches les unes des autres, mais qu'on est capable de varier et de reconnaître la différence, c'est là qu'on tombe dans une certaine subtilité émotionnelle, de raffinement émotionnel, et c'est là évidemment qu'on devient ce qu'on appelle, qu'on a développé cette intelligence émotionnelle-là. Et dans ce sens-là, bien évidemment, Marguerite, toi, tu as peut-être cette compétence-là naturellement, et peut-être que les gens avec lesquels que tu côtoies, dans tes séances, tu as avantage à les amener à développer cette intelligence émotionnelle-là en développant, en quelque sorte, une capacité donc de reconnaître ce qui se passe en eux comme étant donc des messagers qui ont une charge émotionnelle, qui ont des messages émotionnels à transmettre. Et ça te permettrait sans doute à les aider à pouvoir mieux collaborer avec toi à ce moment-là. Parfois, au bout de quelques soins, je les amène à pratiquer en les guidant pour les amener à explorer et ressentir mieux leur intérieur. Ben, effectivement, ça peut déjà être un élément important. Mais pour revenir sur la question de base que tu m'as posée, Marguerite, ben, je pense qu'effectivement, lorsqu'on on arrive avec un certain sens, une certaine somme d'informations avec un partenaire, et que la partenaire n'est pas capable de l'accueillir, cette somme d'informations-là, parce qu'elle est soudaine, un,
parce que mon partenaire est dans une forme de défensive, il faut bien se rappeler que le partenaire reçoit une somme d'informations de la part du thérapeute et que cette personne-là, quelque part, malgré elle, elle va se protéger de l'information qu'on lui donne parce qu'il va falloir qu'elle y fasse face, il va falloir qu'elle la digère, qu'elle l'assimile, qu'elle l'intègre. Donc, elle n'est pas capable de se laisser aller complètement là-dedans. Donc, il y a tout un phénomène de rythme là-dedans qui est très important. C'est pour ça que moi, j'encourage beaucoup, qu'en tant que thérapeute, de dire au partenaire, bon, comment reçois-tu ça, ce que je viens de te dire? Comment tu le ressens dans ton corps? Dis-moi qu'est-ce que tu ressens, ce que tu vis quand je te dis ça. C'est une façon d'amener notre partenaire à ouvrir la bouche et à verbaliser ce qu'il ressent et ce qu'il vit pendant que je lui parle. Et pour moi, c'est important parce que ça fait une pause. Ça fait une pause parce que moi, je me tais et mon partenaire parle. Et parce qu'il parle, ben, quelque part, il s'approprie l'information que je lui donne. Et cette appropriation est essentielle dans une démarche intuitive parce qu'on ne peut pas être un thérapeute qui ne fait que parler si notre partenaire ne prend pas le temps lui-même d'intégrer le contenu de ce qu'on lui donne comme information. Donc, il y a une question d'équilibre là-dedans qui est très, très important également à mettre en place par rapport à cela. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres questions maintenant que vous auriez envie de me partager? On a touché un certain nombre de thèmes, mais il y a peut-être d'autres questions que vous aimeriez à me poser. Pour le webinaire, donc du 1er novembre 2018, donc qui est un nouveau mois qui commence et dans lequel vous pouvez me poser les questions que vous souhaitez concernant la pratique. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, bien évidemment, on va simplement donc clore le webinaire. Donc, je laisse le soin d'écrire. Peut-être que je prends le temps donc de vous dire que pour ceux qui sont en France, moi, je quitte le 6 novembre, donc c'est très bientôt, pour un voyage, une petite tournée que je fais en France. Je vais être en Suisse au début avec Fribourg et à Bulle, et après ça, je vais être à Lyon, Redon, donc en Bretagne, et puis également Paris. Je vais faire quelques conférences dans diverses villes également en Bretagne. Donc, pour ceux qui sont intéressés, il s'agit d'aller voir mon calendrier pour aller voir un petit peu les activités qui ont lieu. Donc, il y aura des consultations, des conférences et puis des week-ends d'introduction qui seront donnés dans chacune des villes que je viens de nommer. Donc, si évidemment vous connaissez des gens qui ont de l'intérêt à découvrir la méthode et à découvrir en présence, hein, puisque je serai présent, ben, ça peut être une belle occasion de découvrir la méthode dans un contexte de week-end, puisque c'est un week-end assez intensif qui donne les bases de l'enseignement. Et les gens qui suivent le week-end ont accès donc à l'introduction en ligne également en promotion. Donc, vous avez la chance de revenir sur le week-end avec les enseignements en ligne. C'est une belle promotion qui peut exister également pour ceux qui pourraient être intéressés. Ben, vous leur en parler, ça me fera plaisir de les rencontrer. Donc voilà, alors je vois qu'il n'y a pas d'autres questions qui sont ajoutées. Donc je pense que j'ai répondu à toutes les questions qui m'avaient été posées. Donc, si vous voulez bien, on va peut-être s'arrêter ici pour ce webinaire. Moi, je vais vous envoyer donc durant le week-end les modules d'enseignement pour le mois de novembre et la date pour le mois de novembre pour le webinaire qui aura pour objectif donc de répondre une fois par mois à toutes les questions que vous pouvez avoir sur la pratique. Ce webinaire-là s'adresse à tous, tant pour la pratique personnelle et professionnelle, mais il peut même également être ouvert à ce que des gens, quelque part, de temps en autre, aient envie de découvrir comment ça se passe un webinaire. Donc, c'est pourquoi que j'annonce ce webinaire-là, tant dans les mails pour les étudiants que pour le mail, pour la clientèle, toutes les gens qui ont un intérêt pour la pratique de la pleine conscience intuitive ou l'écoute imaginaire, hein, puisque Marguerite nous présentait le terme écoute imaginaire. Maintenant, c'est un terme qui est moins en moins utilisé puisque je vais lancer donc des ouvrages pour le mois de 2019, pour le mois de mars probablement, qui vont présenter davantage la pleine conscience intuitive, qui va donc présenter donc des ouvrages dans lesquels la pleine conscience intuitive sera mis de l'avant et dans lequel, évidemment, le site, si vous êtes allé voir, le site Écoute Imaginaire n'existe plus, entre guillemets, c'est-à-dire que si vous faites écouteimaginaire.com, vous allez vous retrouver sur le site Thérapie Intuitive. Ce site, thérapie-intuitive.com, est en
est en train de, est en refonte complète et totale. Et très bientôt, je pense que dans un mois à peu près, j'espère, puisqu'on n'arrête pas de me remettre des délais, mais j'espère que dans un mois, ce site-là sera donc dans sa nouvelle version, sa nouvelle forme que vous allez voir qui est vraiment, qui va être complètement nouvelle, en harmonie avec les nouveaux standards Internet et tout ça, et qui aura vraiment quelque chose de très, très esthétique, très intéressant, très, très visuel, et dans lequel, évidemment, tous les gens qui ont été formés par moi et qui ont une formation professionnelle vont pouvoir justement annoncer leurs activités dans ce nouveau site-là, puisqu'il y a eu des problèmes techniques, tout ça, qui ont fait que on n'a pas vraiment mis de l'avant les sites précédents, mais dans celui-ci, il y a vraiment comme une version vraiment très, très actuelle. Donc, pour ceux qui sont intéressés, ce sera une option, mais ça, j'y reviendrai. Dès que le site sera terminé, il sera annoncé, puis vous pourrez aller voir le site en question. Et là, je relancerai un petit peu tout le monde pour les nouvelles activités dynamiques là, pour faire valoir les finissants des formations. Donc voilà, voilà. Alors, je vous remercie pour votre participation pour ce petit webinaire-là. Excusez-moi mon retard. Comme je disais tout à l'heure, j'ai complètement été confus par rapport aux diverses heures, là, parce qu'au Québec, on a une heure, les heures n'ont pas été quand changées, alors qu'en France, ça l'a été. Donc, j'étais un petit peu confondu par rapport au temps. Oui, donc, j'aurais aimé avoir une précision au niveau mercredi. Je n'ai pas compris ce que ça veut dire, Michel. J'aurais aimé avoir une précision au niveau mercredi. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que tu pourrais me préciser ce que tu veux me demander comme question, Michel, parce que je ne comprends pas ta question. J'aurais aimé avoir une précision, mais ensuite, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Donc, dès qu'on va avoir la question pour Michel, je pourrais répondre. C'est une précision que tu vas avoir sur le philosophe en hypo, c'est ça, Michel? Précise-moi exactement ce que tu veux, que je comprenne, parce que là, oui, ok. Une précision sur le philosophe en hypo, je comprends toujours la précision, qu'est-ce que c'est exactement? C'est-à-dire que tu veux savoir exactement ce que c'est. En fait, le philosophe, c'est le sixième chakra, donc c'est relié donc au troisième œil, en fin de compte. Donc le philosophe, c'est vraiment relié, donc le philosophe équilibré est en relation avec la synchronisation des hémisphères, donc c'est quelqu'un qui a l'hémisphère droit et gauche en communication, ce qui veut dire que le mental est en collaboration avec l'intuition. C'est très important parce que, encore une fois, c'est très fréquent qu'on me dit, bon, j'ai l'impression que c'est mon mental qui intervient. Mon mental, quelque part, intervient naturellement dans le processus intuitif. Il ne faut jamais le voir comme étant un élément démoniaque ou un élément qu'il faut se soustraire. Le mental fait partie du processus intuitif. Donc ça, c'est très important à bien cerner. Et évidemment, dans le philosophe équilibré, il y aura donc l'hypo et l'hyper qui va être présent. Donc, dans le philosophe, c'est donc celui qui est un peu comme l'intuitif, qui est capable de comprendre et donner un sens à la vie, à sa vie, mais à la vie des autres. Donc, c'est quelqu'un qu'on va aller voir parce que justement, c'est quelqu'un qui va nous donner des informations sur notre vie pour mieux la comprendre. C'est un intuitif, en fin de compte. Un peu ce que moi je fais, en fin de compte, on pourrait le définir comme étant le philosophe. Alors ici, l'hypo donne un sens à tout ce qui se passe dans sa vie. Alors, où est-ce que tu vas chercher cette information-là, Michel? C'est ça que j'aimerais comprendre parce que je ne crois pas que dans les modules d'enseignement, c'est écrit ça, on en parle de cette façon-là. Je pense que le philosophe équilibré, c'est le sage, intuitif. L'hyperactif, c'est quelqu'un, à quelque part, qui va être, on pourrait dire ça comme ceci, euh, hyper intuitif. Puis l'hypo, ce serait quelqu'un qui serait justement davantage scientifique, c'est-à-dire qui chercherait à démontrer toujours scientifiquement quelque part ce qu'il démontrer scientifiquement quelque part sur quoi repose sa perception des choses. Alors, l'hyperactif va être davantage irrationnel, un peu comme quelqu'un qui va avoir plein d'intuitions, mais des intuitions qui sont tellement orientées sur des perceptions intuitives qui va perdre un petit peu la connexion avec le monde terrestre. C'est quelqu'un qui va des fois, effectivement, bon, parler de l'étoile Sirius qui est en relation avec Jupiter, puis Saturne, puis bon, il va parler de choses un petit peu complexes parce il va perdre le sens pratique des choses au niveau de l'intuition.
ça peut arriver. Et dans le cas de l'hypo, mais c'est vraiment celui qu'on va appeler le scientifique, qui va être davantage dans un processus de vouloir démontrer au niveau de la science tout ce qu'il va avancer, tout ce qu'il va émettre. Alors, je ne sais pas si je l'ai entendu lors d'une de tes vidéos. C'est peut-être possible ce que tu me dis là, parce que ça m'est déjà peut-être arrivé de pouvoir confondre l'hypo et l'hyper dans une conférence, des fois quelque chose comme ça, on est un peu dans le feu d'action et on peut négliger des choses par rapport à cet aspect-là. Puis je suis en train de regarder justement ce que j'avais fait sur une conférence récemment pour regarder si je n'avais pas fait cette erreur-là. Scientifique. Et effectivement, c'est peut-être vrai, tu as peut-être raison que j'ai effectivement confondu les deux, ça peut m'arriver. Ça peut m'arriver effectivement de faire la confusion entre les deux. Il faut savoir que le philosophe qui est équilibré, c'est un intuitif. Donc, dans le cas de l'hyperactif, puisque je suis un intuitif, l'hyperactif va faire que je vais devenir encore plus intuitif, mais d'une façon perturbée, déséquilibrée. Donc, je vais devenir effectivement quelqu'un qui va se perdre dans ses intuitions. Il va devenir finalement irrationnel, parce que les intuitions vont tellement être fortes qu'il va plus reposer sur le bon sens des choses. Alors que l'intuitif équilibré, lui, est capable de reconnaître l'intuition, mais dans un contexte équilibré. Et l'hypoactif, c'est quelqu'un qui a un manque d'intuition. Parce que lui, c'est abaisser son champ d'organisation à un point tel qu'il est devenu finalement celui qui va percevoir la vie dans un contexte scientifique. Scientifique dans le sens qu'il va chercher à mettre en lumière constamment l'idée que tout repose en quelque sorte sur la recherche scientifique, sur la démonstration de l'histoire humaine, sur ce qui a été démontré scientifiquement par les scientifiques. Il va chercher tout le temps à démontrer, à reposer ce qu'il va émettre comme croyance, comme idée, par le fait que la science a déjà démontré des choses. Donc, c'est quelqu'un qui va jamais oser se relier à son intuition parce qu'il y a des blessures qui sont associées à ça, qu'il ne veut pas reconnecter avec. Donc, c'est ça un peu que j'avais à dire par rapport à ça. Donc, c'est peut-être possible, Michel, qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises dans certaines conférences, parce qu'effectivement, bon, dans le feu de l'action, ça peut entraîner des confusions. Des fois, je vais inverser les deux, parce qu'évidemment, ça demande une petite subtilité, je dirais, que de bien cerner ces aspects-là. Donc, l'hyper, c'est une énergie du chakra qui est très développée, et l'hypo, c'est une énergie du chakra qui est très peu développée. Donc, c'est ça qu'il faut se rappeler. Donc, les composantes équilibrées de chacun des chakras, donc le bâtisseur, communicateur, guerrier, serviteur, créateur, philosophe, spirituel, ben, quand on est dans une vision équilibrée, c'est donc dire qu'on est dans une composante, on est dans les 7 grandes composantes humaines qui se manifestent d'une façon équilibrée. Et quand on est dans un état hyper, c'est que ces composantes humaines-là se développent d'une façon trop importante. Et quand on est dans l'hypo, ce sont ces grandes composantes-là qui vont se développer d'une façon pas assez importante. Alors, c'est ça un peu que vous devez avoir en tête. Et c'est bien que tu me poses la question, Michel, parce que je pense effectivement que même récemment, j'avais fait de la confusion. Ça m'arrive quelquefois, je dois faire attention, parce que, bon, étant donné que j'ai beaucoup de choses à faire, des fois, je me présente à des conférences et avec des composantes que j'ai maîtrisées, parce que c'est moi-même qui ai développé ces perceptions-là, mais quelquefois, euh, on peut facilement faire l'erreur de confondre l'hypo et l'hyper, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des choses que je peux faire quelquefois, et ça me peut être déjà arrivé. Si tu vois où est-ce que ça a eu lieu, cette erreur-là, tu peux m'en faire part, Michel. Ça me fera plaisir de pouvoir y jeter un coup d'œil et de regarder un petit peu qu'est-ce qui peut être fait pour chercher à clarifier cette petite erreur qui a pu être commise. Donc voilà. Alors, je vous remercie pour votre participation pour ce petit webinaire-là. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a permis d'aller un peu plus loin dans votre pratique. Et je vais vous donner donc un rendez-vous pour le prochain webinaire qui aura lieu donc en novembre, mais à la fin novembre cette fois-ci, pour pouvoir justement aller un peu plus loin dans la pratique. Donc, je vous souhaite une très belle fin de soirée, une très belle fin d'après-midi pour ceux qui sont au Québec, tout comme moi. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine fois. Au revoir. Bonsoir à tous.